d'urgence? Calmez-vous, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carburant assaisonné. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Ok, merci. Bonsoir à tous, c'est avec le souhait que nous allons débuter cette énième challenge. Merci d'être avec nous tous les lundis soirs pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'actualité sportive et plus singulièrement, vous le savez, challenge c'est spécialisé dans le vélo. C'est vrai que c'est un petit peu morose, c'est un petit peu en demi-teinte et par rapport à la situation sanitaire, mais il y a quand même donc des informations à vous apporter. Bien évidemment sur le vélo. Sur le plateau avec nous, nous avons le président du comité régional de cyclisme, Frédéric Théobald. Frédéric Théobald, bonsoir. Bonsoir Pascal. Merci, merci d'être là. Frédéric Théobald, avec vous dans quelques instants, on verra un petit peu donc, cette assemblée extraordinaire, c'est ça? Parfait. Voilà, ratification, donc, et voir et surtout les modifications. Vous l'aviez déjà dit ici, même sur ce plateau, qu'il fallait changer un petit peu le nom, la dénomination en tout cas donc, du comité régional de cyclisme pour ne pas faire bien évidemment de l'ombre à ce comité qui se trouve donc du côté de la Guyane. Merci d'être là avec vous, on va développer aussi tout cet aspect en tout cas donc, de ce côté donc, de cette assemblée extraordinaire. Et puis quelqu'un qu'on voit très peu mais qui est aussi efficace, c'est Freddy Uri. C'est avec plaisir qu'à recevoir puisque c'est un bout quand même en position l'eau. Bonsoir Freddy. Bonsoir. Freddy, bonsoir Pascal, bonsoir téléspectateurs Canal 10. En tout cas merci d'être là Freddy Uri qui est responsable donc technique, j'allais dire des cadets mais c'est pas des cadets puisque c'est pas quel cadet qui est parti au métropole, ça je l'embête, on a l'habitude de se taquiner comme ça, mais il nous parlera donc de ses juniors et de ses espoirs. Oui. Puisque c'est vrai qu'il y a une grosse compétition de prévu, une compétition, c'est le championnat de France de l'avenir sur route à Gréy, voilà, donc c'est en Haute-Saône, c'est du 22 au 25 octobre. C'est vrai qu'ici nous sommes en alerte maximale, on ne peut pas encore donc avoir de compétition, mais les jeunes se déplacent, nos espoirs aussi se déplacent, il n'y a pas de seniors, donc, il y a quand même de l'actualité, puis nous aurons aussi des infos avec le président donc, de la commission technique, Georges Balta, qui est parti ce soir avec une belle délégation, la délégation des cadets, des juniors, des espoirs et des seniors. Voilà. Avec déjà Frédéric Théobald, avant donc de parler de cette assemblée extraordinaire, puisque vous avez pas mal de choses à nous dire là-dessus, la semaine dernière, il y a eu ces mesures prises déjà par le préfet. Il y avait deux autres mesures que le préfet donc devait voilà, quelque part avoir des modifications, c'est par rapport, je crois, par rapport aux plages. C'est ça, aux plages. Mais je crois aussi quelque part que le cyclisme attendait aussi une bonne réaction, mais malheureusement ça n'a pas été le cas.
Parce que vous attendiez aussi que des compétitions puissent reprendre, comme le football, comme d'autres jauges, qui ont eu d'autres jauges au sein donc, des gymnases. Pour le football, on sait que c'est 300, c'est ça, 300, mis à part donc, les encadrants. Mais vous attendiez, vous avez été déçus par rapport à ça? Non, pas forcément déçu, parce que je pense que ces derniers mois, la préfecture nous a même facilité pour l'organisation des événements. Je prends l'exemple, la PDC avait une compétition prévue le 6 septembre, mais le partenaire de l'époque avait décidé autrement. Nous, au comité, on a repris la compétition et les mêmes acteurs de la sous-préfecture nous ont facilité pour que cette manifestation ait lieu. En un après-midi, nous avons repris l'arrêté de la course et on a organisé. Non, simplement, il faut respecter les mesures prises par les autorités de l'État qui ne sont pas anodines dans la mesure où les rassemblements sont interdits sous la voie publique. Tout le monde sait que la ferveur qui règne en Guadeloupe avec le cyclisme. Et surtout, c'est que je pense que c'est plus par rapport à nos hôpitaux aujourd'hui qui sont saturés. Il faut peut-être laisser cette pression descendre un peu, car les salles de réanimation sont encombrées et le vélo quand même reste un sport à risque, que le veuille ou non. Donc l'idée, c'est peut-être faire le dos rond en espérant que les choses vont s'améliorer d'ici les semaines à venir. Je pense que c'est à nous tout aujourd'hui, le monde du cyclisme, de faire des efforts. On a pu voir 2 accidents à Goyave, Koussoukou, alors qu'on évite la consommation d'alcool le soir. Donc aujourd'hui, les gens sont sous pression. Donc je pense que peut-être d'ici la fin du mois de novembre, peut-être que les choses vont se calmer, s'adapter. En tout cas, nous, au comité, on a besoin de la préfecture pour nous aider. Mais là, on respecte les règles. On va faire des propositions peut-être aussi plus concrètes pour trouver d'autres voies. On a un vélodrome aussi qui nous attend. On va peut-être l'exploiter davantage. Bien. On rappelle que le championnat était prévu le week-end d'avant. N'avez-vous pas été surpris aussi, Frédéric Théobald? Nous sommes en alerte maximale. Vous n'avez pas été surpris que nous ne soyons pas aujourd'hui en couvre-feu? Non, du tout, parce que je pense que l'économie du département est déjà fragilisée. Donc qui dit couvre-feu, ça peut être une solution, mais je pense que depuis le confinement, beaucoup d'entreprises ont souffert, les restaurateurs entre autres. Et puis je pense rajouter un couvre-feu, ce serait vraiment mettre encore beaucoup de sociétés qui essaient de tenir en difficulté. Je pense que déjà il faut simplement rappeler une prise de conscience de tout chacun, de faire des efforts, que ce virus tue et qu'il faut déjà se protéger soi-même afin de préserver la santé des autres et de se discipliner. C'est une question de discipline. Et non, concernant les championnats, c'est vrai que pour nous c'est important de délivrer des titres parce que c'est l'une des vocations du comité régional de cyclisme. Désormais, il va falloir rencontrer les services de l'État, voir si on peut sauver les meubles avant la fin de l'année, pourquoi pas. Mais après, il faut que les coureurs restent motivés, ce n'est pas gagné. La saison a été vraiment saucissonnée, si je peux m'exprimer ainsi, depuis mars à juillet, où il y a une grosse trêve. Et non, je pense que c'est un épisode que nous vivons, qui n'est pas simple. Et c'est mondial, hein. Moi je suis passionné de foot, je vois que les matchs au Brésil sont à huis clos. Il y a certaines courses qui se maintiennent, mais là, il y a des enjeux tout autres, c'est des professionnels. Le tour de la compétition qui était prévue en Réunion, le tour, on a pu voir que là aussi c'est annulé. Donc, il y avait une sélection de la Martinique qui était déjà prête d'ailleurs. Ouais, une sélection Martinique-Antilles, parce que Desfontis, comme il avait dit sur le plateau ici, veut vraiment créer quelque chose avec les Antilles et la Guyane. Mais ça prouve quand même que la Réunion n'est pas à côté. Donc quand même, le virus circule un peu partout dans le monde. Il faut s'adapter en attendant que les choses... Je pense que d'ici l'an prochain, ça va se calmer. Mais entre-temps, on va trouver des solutions. C'est qu'on fait Théobald, modification donc, des statuts, règlement intérieur aussi, c'est un petit peu ce qui était à l'ordre du jour ce vendredi pour l'Assemblée extraordinaire, et puis cette ratification qui vous entend, parce que vous étiez intérim, c'est ça, vous l'avez souvent dit, et aujourd'hui vous êtes, on peut dire, le vrai président, c'est ça? Oui. Le vrai, c'est ça, c'est le vrai. Il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux, même en tant qu'intérimaire. Il y a peut-être 2 fois Théobald, je dis. Peut-être même en tant qu'intérimaire, quand les dossiers arrivent, c'est non qui engage. C'est non engagé, je veux dire Théobald. Non, mais après, je pense que il y avait plus un vote de confiance. Et je remercie encore l'ensemble des présidents de club qui étaient présents, parce que ce n'est pas simple.
Ils ont déjà respecté les mesures. Je remercie aussi M. Laurent de la sécurité qui a Laurent Lambert. Oui, voilà, au niveau sanitaire, avec toute la distanciation nécessaire pour que ça puisse bien se passer. Et au-delà de ça, c'est un vote de confiance, une assemblée extraordinaire qui s'est bien déroulée. Le quorum était atteint. Oui, voilà, il y avait 61 voix. Donc il fallait absolument qu'il y ait plus de la moitié pour délibérer, sinon il fallait reporter l'Assemblée, c'est les statuts. Et comme je disais, c'est un vote de confiance parce que les membres du comité directeur le 10 juin avaient voté en ma faveur, ils étaient 11, il y avait eu 3 abstentions et un contre. Comme je dis, c'était la démocratie. Donc les présidents de club ont simplement approuvé le choix de ces 11 personnes, y compris moi-même qui a voté pour moi-même ce jour-là. Parce que j'estime que nous avons une belle équipe au comité. Ce n'est pas simple, mais nous faisons au mieux pour que les disciplines puissent s'émanciper. Et que voilà, c'est un travail d'équipe. Même l'Assemblée, elle est participative. On a mon premier vice-président qui anime aussi l'Assemblée, les secrétaires qui sont là pour prendre des notes. C'est pas un homme, le cyclisme. Hein. Oui, on verrait quelques statuts. Modification des statuts, vous l'avez même dit ici sur ce plateau, l'idée est venue un petit peu donc, de David de Baudin, voilà. Vice-président aussi. Avant de revenir justement donc, au CRCG, Comité régional cycliste des îles de Guadeloupe, les modifications de statut, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va nous surprendre? Déjà, le nom du comité. Alors c'est comité maintenant c'est le comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. Effectivement, David Bourdin avait rencontré des difficultés. Je pense que d'autres l'ont pensé, mais ils n'ont jamais voulu peut-être le mettre au grand jour. Mais c'est vrai, en organisant le Tour de Marie-Galante, il avait souvent les équipes de Guyane, bien sûr, donc c'était CRCG aussi. Donc quand il fallait faire le règlement, donc il butait sous les 2 sigles. Et la Guadeloupe, c'est aussi ces îles. Donc nous avons Marie-Galante, bien sûr, mais nous avons rencontré récemment aussi Loïc Tonton, donc le maire de la Désirade, qui a un grand projet aussi pour développer le VTT. Et bien sûr les Saintes, où les jeunes vont à l'école à vélo. Il n'y a pas de club à vélo. Il n'y a pas de club de vélo, pardon, au niveau des Saintes. Donc c'est l'occasion arrivée aussi d'emboîter le pas avec Saint-Martin, même si c'est une com désormais. Parce que les jeunes prennent l'avion régulièrement pour venir courir en Guadeloupe. Donc fédérer les îles autour de la Guadeloupe et vraiment être vraiment plus fort et avoir plus de moyens avec même la CCI aussi des îles de Guadeloupe, avec son président Patrick Vial-Collet pour vraiment mutualiser les forces pour que nous seulement compris que c'était un gros coup marketing aussi. Voilà, d'autres modifications des statuts. Eh ben, le mode de scrutin aussi va changer parce qu'il n'y aura plus d'élections à liste, trop compliqué. Là, c'est des élections qui vont se dérouler de manière individuelle, où chaque candidat va postuler pour un collège. Il va faire sa profession de foi, dire déjà pourquoi il a envie de postuler. Et ce sera plus démocratique. Et voilà, chacun dans sa spécialité. Donc chacun fera campagne individuellement pour convaincre les présidents de club. Ça a été décidé collégialement? Collégialement, mais les présidents de club ont voté à quasiment 60 voix, sur 61 voix. Donc je pense qu'ils ont vraiment envie de voir les choses évoluer. Et puis c'est beaucoup plus simple parce que les élections à liste c'est bien, parce que vous pouvez créer votre équipe, mais on a pu constater que déjà faire une liste de 20 personnes c'est très difficile. Et aussi ça peut être très compliqué parce que vous avez des collèges spécifiques. Il suffit qu'il y ait 3 médecins licenciés et que les 3 médecins vous disent que bon, ils vont sur une seule liste ou bien ils trouvent. Ça va se présenter comment donc ces nouvelles élections? Mais en fait, là on va proposer au club, au président de club bientôt une formation parce que je pense que c'est un nouveau mode de scrutin, donc il faut vraiment bien maîtriser. Mais l'idée, je vais vous donner un exemple, c'est admettons s'il y a au collège VTT, s'il y a 3 candidats, et bien comme c'est un seul poste à pourvoir, donc il va falloir rayer 2 noms. 2 noms et laisser un seul, celui que les présidents veulent garder en fait. C'est simplement, si admettons le collège général, il y a 12 candidats, s'il y a 9 candidats,
eh ben, il faut pas rayer de nom, parce qu'il va même en manquer 3, en fait. Mais il faut toujours aussi avoir le docteur. Pas obligé, ça veut dire que les postes peuvent rester vacants. Ça a complètement changé. Ça a complètement changé, ça veut dire qu'on n'a plus d'obligation d'avoir un médecin s'il ne veut pas s'engager, parce que vous avez l'obligation de vous engager. Parce que parfois les gens vous disent que ouais, on est venu me chercher et puis ils accomplissent pas vraiment leur tâche en fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous pour changer comme ça de mode de ce que... Mais en fait, la fédération, en fait, c'est par rapport aux dernières affaires précédentes. Tout ça aussi, parce que ça se termine régulièrement devant les tribunaux. Mais nous sommes désormais, nous étions quasiment le seul comité à avoir ce mode de scrutin. Et la Fédé, c'est en plurinominal, c'est chacun postule. En fait, normalement, c'est pour ça que je disais même à l'époque, quand il y avait des listes, on aurait dû avoir une seule liste, mais avec toutes les compétences. Le meilleur pour le VTT, le meilleur pour le BMX. Mais à chaque fois, c'est des arrangements et on se perdait. Et les meilleurs, parfois, étaient tellement frustrés qu'ils restaient chez eux. On a perdu beaucoup de grands arbitres qui sont restés chez eux, des grands. Et là, le but, c'est de faire revenir tout ce beau monde pour que chacun puisse se mettre au service du cyclisme. C'est ça. Donc, Et puis aussi... Et par rapport au poste vacant, là aussi ça a été modifié, ça veut dire que à partir du moment où il y a un candidat qui est défaillant, ou bien il y a un poste vacant, et bien dès la prochaine assemblée, il a la possibilité de le remplacer. Donc pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour faire tourner le comité. Donc il n'y aura plus de poste vide ou quelqu'un qui cherche à bloquer le comité. Non, le comité doit vivre avec tout le monde. Et voilà. Une date pour les élections l'année prochaine? Il n'y a pas encore de date, mais je pense que le plus tôt sera le mieux. Et moi-même, je me bats pour que ça se fasse le plus rapidement possible parce que il est temps de. On va ouvrir les candidatures pour celles et ceux qui sont intéressés pour se mettre au service du cyclisme. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie. C'est simplement permettre à tout chacun de postuler s'il a vraiment envie. Et voilà, donc je pense qu'on n'a pas de date, mais c'est le bureau qui va décider. Il faut bien sûr que les experts au niveau comptabilité aussi. D'autres modifications dans ces statuts? Non, même le règlement intérieur n'a pas changé. Simplement, maintenant, ce ne sera plus le comité régional de cyclisme, ce sera le CRCIG. Voilà. Donc, on rappelle, sans vous interrompre, Frédéric Tobal, on est là pour se poser des questions. Ces questions aussi que se posent le public, celles et ceux qui nous regardent actuellement. Il y avait cette motion. Vous vous souvenez de cette motion qui a été à un moment donné votée par le président de club et aussi qui parlait de ce cyclisme endogène. On sait que le cyclisme en général, avec la loi UCI, la loi fédérale, bien évidemment, avait adopté 2 extra-communautaires, d'accord, et autant de coureurs de l'espace européen. Et à un moment donné, il y a eu cette motion qui a été déposée sur la table, que les présidents ont adapté aussi. Qu'est-ce qu'il en est? On rappelle que c'était un règlement intérieur, c'était ça? C'était un règlement intérieur. Mais et comme vous avez dit que ça n'a pas changé. Ça a changé depuis un moment parce que la fédération. Il faut savoir que le président des Fontis a eu un litige avec un club en Martinique. Et maintenant, la fédération. La fédération a fait évoluer la réglementation. Ça veut dire aujourd'hui. C'est l'organisateur. L'organisateur. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple concret. L'organisateur aujourd'hui. Crédit Agricole, mais c'est le comité qui organise. Mais bon, c'est un peu plus délicat. C'est un peu plus délicat. C'est pas un bon exemple. Mais un club, je sais pas, n'importe quel club qui organise une course à étapes, peut dire que le règlement maintenant dit que vous avez un seul coureur extra-communautaire. Donc, est-ce que c'est bon ça? Mais ça veut dire que vous pouvez avoir, je pense, si vous parlez des Sud-Américains, ça veut dire que le club peut dire que vous avez droit sur sa course qu'un seul. Le club peut avoir 4 dans le département, 3 ou 2. C'est pas discriminatoire? Non, c'est le règlement. En fait, la Fédé aussi, il faut savoir que des Fontis quand même à un aura. Je pense que la Fédé est allée un peu dans son sens pour ne pas trop le truc aujourd'hui. C'est un nouveau règlement, mais non, le règlement existe depuis l'an dernier. Ça veut dire que pour moi, c'est nouveau, puisque il y a toujours eu ce règlement UCI, 2 extra-communautaires et autant d'Européens. Non, mais là, c'est le règlement de la fédération. Ça veut dire que la fédération vous dit aujourd'hui que vous devez. Je ne vous parle pas d'une course comme l'UCI, comme le Tour. Le Tour, c'est pas pareil. Oui, ça c'est sûr. Une course comme le Tour de la Martinique, nos courses ici, parce qu'hormis le Tour, les autres courses que la étape, l'organisateur peut vous dire que c'est un seul coureur sud-américain. Par contre, tout ce qui est extra-communautaire de l'espace Schengen, les Belges, tout ça, vous pouvez avoir 4 Belges dans une équipe, c'est pas interdit. Après, maintenant, moi j'ai mené un combat contre ça parce que aujourd'hui, vous voyez le vrai visage du cyclisme. Quand les clubs ont du mal à mettre 2 coureurs pour faire une course à étapes, les coureurs arrêtent.
Donc maintenant, c'est plus un combat que je mène. J'estime aujourd'hui qu'il faut miser sur les jeunes. Chaque club est libre à partir du moment où il respecte la réglementation fédérale. On a besoin de concurrence aussi, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de prendre des experts communautaires. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle là j'ai échangé avec Stéphane Gamard. Enfin, je me projette déjà pour 2021, même pour 2022, pour que les clubs même déposent leur date sur 2 ans. Ça veut dire que quand vous posez votre date pour 2021, en même temps vous déposez pour 2022. Ça veut dire que le calendrier 2022 sera déjà en cours, comme ça nous donne du temps pour travailler le parcours, surtout le parcours. Ça veut dire que si les parcours ne sont pas définis à l'avance, les entraîneurs qui sont présents là, comment ils font pour programmer les entraînements et peut-être, vous parlez de concurrence, mais je pense qu'il faut absolument par rapport au tout de la Guadeloupe qu'on ait le Denis Manette que j'ai eu avec, j'ai échangé avec le président Gama qui sera reprogrammé au mois de Pâques, après au mois d'avril à Pâques, avec un caractère international, donc il travaille déjà dessus. Donc donner des compétitions de haut standing pour que nos coureurs puissent être compétitifs pour le tour. Ouais, mais vous parliez effectivement que le règlement a changé depuis quelques temps. Le cyclisme, ça ressemble un petit peu à un cyclisme endogène, est-ce que vous parlez là? Parce que quelque part, c'est un peu ça, c'est un cyclisme endogène. Oui, c'est un sort de source, c'est voilà, quand vous dites que ça a changé depuis avec nos jeunes, ça ressemble un petit peu endogène toujours. Oui, c'est sûr. Après c'est sûr, mais je pense que beaucoup de jeunes... Donc vous approuvez quoi? Oui, j'approuve. Beaucoup de jeunes, c'est vrai, se sont référés à beaucoup de coureurs référents qui font que voilà, mais après un moment, peut-être qu'on leur a fait tellement de promesses qui se sont retrouvés dégoûtés. Un organisateur aussi peut refuser les 2 extra-communautaires? Ce serait vraiment dommage, mais c'est faisable. Il peut prendre un seul. Mais après, je pense que c'est des choses qu'il faut éviter aujourd'hui. Après, si chaque club doit être libre quand même, simplement, il faut que chaque club définisse leur stratégie, leur politique, qu'est-ce qu'ils veulent pour le cyclisme de demain. Et puis, vous êtes d'accord quand même qu'il faut de la confrontation, même si pas forcément le communautaire. Le problème qui se passe, je prends un club comme l'USL, parce que voilà, ils sont en train de faire un travail de formation avec des jeunes. Et un moment, on leur dit qu'ils avaient une politique, voilà, ils vont chercher des coureurs. Mais quand ils forment des coureurs, des clubs même sont en train de piller leurs coureurs. Donc en fait, ça c'est compliqué. C'est pour ça que moi, à l'époque, même avant que je rencontre M. Boécas, j'avais proposé dans mon projet, quand je l'avais écrit, que jusqu'à la catégorie junior, on interdisait les mutations, laisser les jeunes dans leur club. Et nous, au comité, on allait mettre en place des formations de cadres techniques pour que les jeunes puissent grandir dans leur club, pour qu'on ait au moins des équipes avec 5, 6 coureurs, 7 coureurs au départ. Mais on voit des clubs aujourd'hui qui sont pas en mesure d'aligner 4 coureurs pour prendre le départ d'une course à étapes. Ils ont 1 ou 2 coureurs en activité. Donc je pense que le projet sera long, mais il faut faire des échanges avec des équipes pour rehausser le niveau de notre cyclisme. Vous pouvez dire, oui, je sais que vous écoutez, il y a longtemps aussi, vous êtes dans ce milieu-là. D'accord, pas avec Frédéric Théobald, mais avec la politique menée aussi aujourd'hui par le comité régional de cyclisme. On a bien vu les actes communautaires. Aujourd'hui, on voit que les organisateurs, Frédéric l'a dit à demi-mot, mais les organisateurs aujourd'hui peuvent dire, bon voilà, moi je n'ai pas envie de l'extra communautaire dans ma compétition. Est-ce que vous êtes d'accord à ça? Quand on sait qu'on a connu ça depuis très très longtemps, et il y a peut-être 1 an, que ce règlement intérieur a quelque peu changé, puisque ça ressemble un tout petit peu quand même, un cyclisme de jeunes quand même si le nom n'y est plus. Moi je pense que c'est quand même difficile de refuser un club qui a 2 étrangers. Moi je dis 3 c'est un peu trop, mais je pense 2 ça va. Dans l'ensemble. Mais je ne suis pas contre. Mais quand même, je pense que former nos jeunes, c'est pour l'avenir, je crois, c'est mieux pour le cyclisme guadeloupéen. C'est vrai, bon, on n'est pas contre cette formation, mais comme je le dis souvent, il faut cette confrontation aussi. Avec qui est, je ne dis pas que ce soit encore une nouvelle fois que ce sont des experts communautaires, mais il faut cette confrontation. On a eu pas mal de difficultés pour envoyer nos jeunes aussi en métropole, on va le voir dans quelques instants aussi. Il faut les former, d'accord? Oui. Et là, on parle même donc de nos élites aussi. Cette confrontation, on a besoin de ça, parce que quand il y a le Tour de la Guadeloupe arrive, on a pas mal de difficultés, on a beaucoup de déchets aussi.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'en apportant, ils apportent quand même pas mal pour notre course. Quand il y a des étrangers, il n'y en a pas, on voit tout de suite la différence de moyenne. Mais je pense que si on se met au travail, si tous les responsables de club, les dirigeants se mettent au travail, je pense qu'un jour à l'autre, on pourra se passer des étrangers. Ce ne sera pas le jour, ce ne sera pas tout de suite, parce que ce sera long, parce que je pense déjà il faut commencer à travailler avec nos cadets, nos juniors. Et il faut compter 3 ans à 4 ans, 5 ans pour avoir une élite vraiment performante. Alors qu'on s'entende bien, quand on parle d'étrangers, c'est pas ceux qui font partie de l'espace européen. Oui. On parle autant de Belges qu'on veut, autant de Suisses qu'on veut, c'est pas ça. Ce sont des esclaves communautaires. Je prends l'exemple sud-américains, qu'on soit bien clair là-dessus, parce que les Belges sont étrangers. La communauté africaine, tout ça aussi, ils sont dans l'autre espace, mais on voit les Érythréens pour entrer, c'est très compliqué même en métropole. Mais c'est bon, on parle d'endogène, mais un gars comme Obito qui est venu ici tout jeune, il n'est pas né en Guadeloupe, mais il connaît la Guadeloupe par cœur. Donc c'est pour ça que tout dépend de là où on est. Après, je pense que le cyclisme évolue. Il faut absolument ouvrir nos frontières, mais après, c'est pour quel résultat? À un moment, il faut aussi que chacun, mais nous aussi au comité, nous puissions donner le cap. Ah mais c'est vous, hein. Oui, donner le cap, mais les clubs aussi. Comité, hein. Ouais, on doit donner le cap, mais les clubs aussi doivent aussi savoir aussi quelle orientation donner à leur structure. Parce que s'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir des seniors tout de suite, il vaut mieux peut-être commencer par une école de vélo, avec des cadres, et petit à petit monter avec, tout en sachant que il faut les éducateurs et les encadrer et surtout éviter qu'ils partent. C'est surtout ça que je voulais instaurer, garder les jeunes jusqu'à la catégorie junior dans leur club, parce que beaucoup de dirigeants baissent les bras parce qu'ils forment un jeune au bout de cadet et puis ils partent dans un autre club et voilà. C'est très bien. Jordan me fait signe que c'est la bonne réclame. Bonne réclame, et on se retrouve dans quelques instants pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. À tout de suite. Retour pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. J'étais en train de dire à Freddy Uri, à Frédéric Théobald, la délégation est partie déjà, partie depuis 19h, mais on sait que Frédéric Théobald fera nécessaire pour appeler Georges Bazar. Vous pouvez l'appeler là. Il peut répondre. Il peut répondre, on ne sait jamais écrit, on ne sait jamais appeler. Donc il est parti à 19h, quelle heure est-il? Il est pas de veille là. Il est 21h. Donc non, mais il parle loin, il y a un nuage. Frédéric Théobald, appelez, on ne sait jamais qui répond, c'est sûr. Georges Bazar, le responsable, le président de la commission technique, qui est avec une belle délégation, la délégation qu'on va savoir dans quelques instants. Les cadets, ce sera pour Frédéric Théobald, mais les juniors et les espoirs, c'est avec donc Freddy Uri. Sur quels critères est-ce que vous avez justement fait venir ces juniors et ces espoirs, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de compétition? Disons, au départ, on s'est préparé depuis après la première vague de Covid, après juin-juillet, et c'était l'objectif, c'était le championnat d'avenir, et qui fait que c'est vrai que à l'arrivée de la deuxième vague, il n'y a pas eu de compétition, ça a un peu compliqué les choses. Mais je pense qu'on a regroupé les 3 catégories ensemble depuis 3 semaines à 2 semaines, avec les 7 encadrants, qui fait, je pense qu'on a fait un travail bien poussé, parce que chaque encadrant avait proposé une séance de travail. Et je pense à partir de là, c'est vrai, sans compétition, c'est pas la même chose. La compétition, c'est quand même mettre de tout. Mais je pense que on a confiance, surtout au niveau des cadets, parce que les cadets de Guadeloupéens, avec les cadets métropolitains, il n'y a pas trop de fossé par rapport aux espoirs. Même au niveau des juniors, je pense que on a une très bonne équipe junior. Et j'ai vu la photographie de la course, et c'est pas trop dur, il n'y a pas une grande côte, c'est un peu le style de la route de Gouyave ou Gouyave un peu. Ah ouais. C'est pas trop difficile, je pense que on a une chance peut-être de, pourquoi pas faire mieux que l'année dernière. En cadet, on avait fait 5 avec Cassis Vallée.
je pense qu'on a encore une chance avec nos cadets et les juniors. Les espoirs sont un peu plus difficiles, il faut être honnête, parce que les espoirs là-bas, c'est des gars qui frappent déjà à la porte des pros. Ce sera vendredi, c'est 168 km. 170 km et ils ont couru depuis bientôt Périnette. C'est un peu dur pour eux parce que nous, on pensait que ils auraient pu courir le championnat et manque de peau, la préfecture n'a pas donné feu vert et ça nous a un peu embêtés et puis on était obligé de s'entraîner pour aller là-bas. Il faut dire, comment se déclinaient vos entraînements? C'est-à-dire quelle charge de travail, comment est-ce que vous prépariez aussi donc, ces coureurs psychologiquement, bon, on regarde à quelques instants, mais physiquement? Disons psychologiquement, comment ça se présentait? C'est un peu, on était à 7, les trois, Ouline Noyon, Peter Gervais et moi-même en senior, André Alexis Catalan en cadet, et Matou et Donna qui fait on a préparé ce programme à 7 et puis chacun donnait son avis et puis c'est à partir de là qu'on a fait un travail de groupe. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les noms donc, des juniors? Ils sont partis à combien? Les juniors sont partis à 3. À 3 et qui fait qu'ils vont rejoindre deux autres qui courent déjà là-bas. Qui sont-ils, c'est toi? Tony Chris. Vanoni. Hein? Vanoni. Mais lui, il est déjà là-bas. Lui, il est parti que samedi, il n'y a pas longtemps. Il est déjà en métropole. Ouais. Le petit Palmis. Philgui. Oui. Olivier Claude. Qu'on a reçu, je crois, sur le plateau. Je pense, oui. Ouais, Olivier Claude. Il est de la JCA. On l'avait reçu sur le plateau. Juniors, hein? Non, ils vont rejoindre deux juniors Artin. Ah oui. Fabien Artin qui est au team Motolago UVN et Kaziz Aovialé qui est licencié à la CEPB mais qui est en double appartenance avec le CC TUP. Mais c'est bien d'avoir donc des coureurs en double appartenance parce que Fabien Artin il connaît déjà le topo, il sait déjà comment ça court là-bas. Oui, mais quand on regarde quand même le jeune Dolin qui a couru après le Covid ici, le niveau qu'il avait, et il n'est pas retenu en sélection Île-de-France parce qu'il ne pouvait pas courir avec la sélection Guadeloupe parce qu'il est licencié à Team 94. C'est parce que vraiment le niveau quand même est assez élevé. Il n'a pas été retenu? Il n'a pas été retenu par rapport à le jeune Sonny Mastias qui a été retenu en cadet avec en Île-de-France. Dolin, c'est Team 94. Oui. C'est le même club. Ils sont au même club. Il n'y a pas de. Je sais que le team, c'est Patrick Lewis, ça. Oui, Patrick Lewis. Voilà, c'est plutôt Patrice. Patrice. Patrick, c'est. Et Philippe Bulguet. Lui, il est au sport. Donc il faut un bon travail. Donc c'est bien d'avoir des cours en double appartenance. Dolin, par exemple. Dolin, il n'est pas en double appartenance. Dolin, Sonny Mathias, ils sont pas en double appartenance. Ils ne sont pas en double appartenance. Ils sont licenciés directement là-bas. Double appartenance, ça ne fait pas dans les deux sens. Si, mais eux, ils ont accepté de rester à Paris. Qui fait qu'ils ne peuvent pas courir le championnat junior ici. Enfin, il faut bien expliquer dans les deux sens, c'est pas possible. C'est de métropole, de métropole à la Guadeloupe. Simplement, il faut qu'il y ait un lien d'appartenance ici, soit pour. Là, c'est des jeunes ils vivent ici, enfin, leurs parents sont d'originaire de Guadeloupe, mais ils font des études là-bas. Ils auraient pu bénéficier de leur première licence ici. Et j'encourage même les jeunes à postuler pour ce format parce qu'ils ont les deux possibilités. Ça veut dire qu'on prend l'exemple du jeune Dolin. S'il était licencié à Goyave, eh ben, il aurait pu courir avec la Guadeloupe. Mais si la Guadeloupe peut-être n'y allait pas, ou bien on ne sait pas, il aurait pu être sélectionné aussi avec l'Île-de-France. En fait, c'est l'avantage, ils ont les deux plans. Il a deux chances. Et c'est des jeunes qui. Je me disais bien que dans les deux sens, c'était pas possible. De partance de métropole à la Guadeloupe, non. C'est de la Guadeloupe. Il faut que la première licence soit en Guadeloupe. C'est un petit peu embêtant quand même. Peut-être que la fédération, je pense que c'est changer un petit peu ça. Moi, j'en ai discuté avec la fédération parce qu'il y a une question de points.
Ça veut dire que quand ils sont en double appartenance, les équipes qui les accueillent en métropole n'ont pas les points, les points pour les permettre d'augmenter leur capital, enfin, au niveau FFC, qui fait qu'ils sont en train d'encadrer des jeunes, les formater, et pour peu. Donc pourquoi pas voir avec la fédération pour que les points aillent directement au club de métropole et profiter de leur expérience pour que nos jeunes puissent représenter la Guadeloupe. C'est une question de points. Moi, parce que la Team 94, c'est un bon vivier. Ouais, on sait qu'il y a du bon boulot. Je crois que c'est à Villeneuve. Faut bien comprendre c'est à Villeneuve-Saint-Georges. Il faut bien comprendre que c'est pas, je pense pas qu'ici on peut avoir de très bons coureurs, mais je pense que l'exigence de la métropole est plus élevée. Ah oui, bien sûr. Qui fait que au niveau alimentation, rigueur, les disciplines. En tout cas, j'ai eu cette chance avec l'équipe donc, de Bernard Cholet, où il avait créé la DNE, vous vous souvenez. Ça avait fait pas mal de bruit, mais qui a permis à certains coureurs donc, de connaître leur haut niveau et d'autres coureurs qui étaient déjà là-bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Joseph Verrier, par exemple. Joseph Verrier, qui était un très bon coureur. Il y a aussi, il y en a d'autres comme ça, il y a des noms qui m'échappent. Il y a Antoine Bravois aussi, que j'ai pu connaître par rapport justement à la DNE. Donc, c'est toujours une belle porte ouverte encore, toujours. Et surtout, ce serait bien que ça se fasse aussi du côté de la métropole, mais malheureusement, le manque de points. Mais Team 94, on a eu l'occasion, hein. On avait les images, je sais que Patrice Lewis qui s'entraînait sur ce vélodrome et avec pas mal de bons résultats, ce serait aussi bien. Freddy Uri, les espoirs. Les juniors, maintenant les espoirs. Les espoirs, il y a Delumeau, Jérémy de la JCA, Méving Gênes de l'EDS, La Sagesse, Alexandre de l'Excelsior, et Youssel Adrien de Team Goyave. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est quoi? Ils sont déterminés, ou alors un tout petit peu pessimistes parce qu'ils savent que bon, entraîner, on n'a pas roulé, on n'a pas tourné les jambes. Non, mais est-ce que vous voulez... je pense que... Et pourquoi vous n'êtes pas parti, vous pour encadrer ces espoirs ici? Non, vous savez, il y a quand même Donna, il y a M. Balta. Je pense que c'est pas la peine de tant de mais pourquoi faire les cadets, les juniors on a essayé. Ils vont gérer. Non, mais on a essayé aussi de ne pas faire trop dépenser le comité financièrement. Je pense que c'est ça aussi, il y a ça aussi. Mais normalement, chaque section devait avoir au moins un responsable. Au moins ça. Au moins ça. Ouais. Bon. Alors, les espoirs, vous avez dit, donc Mévingen, Adrien, Youssel, La Sagesse, c'est lui qui avait remporté brillamment les 20 tours de Périnette et Jérémy de Lemo. Oui, voilà. Mais je pense que le dernier jour, le dimanche, c'est moi qui les avais sous la main. Je pense qu'ils sont motivés et je me méfie quand même d'Adrien Youssel parce que là, c'est un gars qui a quand même suivi des entraînements tous les jours. Je pense que c'est un malin. Il peut, pourquoi ne pas finir parmi les top 10? 168 km quand même, ça me rappelle un peu les étapes du Tour de la Guadeloupe. Ça, c'est les élites. On va voir à l'aéroport, on était à l'aéroport cet après-midi, il n'y a pas de vidéo, mais ce sont des photos que Jordan va nous montrer. Je vais vous laisser si vous reconnaissez les hommes masqués. C'est à vous, monsieur. Non, mais là, c'est quoi? C'est des cadets. C'est qui? On voit monsieur. Monsieur Balta, en tout cas. Monsieur Balta à l'extrémité. Les deux extrémités, c'est Balta et Donna. Vous avez La Sagesse, vous avez Luigi Horn, les petits jeunes cadets, Philji Palmiste, Oliver Claude, Jérémy Delumeau. Il y a Enrique. Il y a le petit Kitavini aussi. Kitavini, Enrique. Beaucoup. Beaucoup Dylan. Mais si on pas dit qui t-shirt, il ne peut pas ça. Effectivement. Mais c'est moi qui ai fait les photos. C'est pour ça aussi que c'est problématique, c'est que nous, on doit revoir toute la bonneterie aussi du comité dans le futur, très rapidement aussi, pour qu'on soit reconnaissable avec le logo. Voilà, pour qu'on soit, parce que là, ça c'est un défaut, il faut le reconnaître, pour qu'on soit vraiment représentatif, parce qu'on arrive en fin de bonneterie, fin de mandature, et on gère le stock des tenues,
Mais il faut que les coureurs, tu vois, jogging, tout ça, c'est important. Ouais. J'ai eu l'occasion de le voir aussi pour le championnat des petits pays de la Caraïbe, où on n'a pas besoin de beaucoup, on reste comme Saint-Jordan, on n'a pas besoin de beaucoup de commissaires respectés, mais toutes les sélections et toutes les délégations, voilà, étaient quand même quelque part bien distinguées par rapport, notamment même la Martinique. Frédéric Tobal, vous l'avez vu, je crois que c'était à Saint-Vincent, ou c'est Saint-Vincent, hein. J'étais à Saint-Vincent en 2000. J'ai fait Barbade et Curaçao. Oui, c'est le championnat que vous avez gagné en 2009. Ah ouais. Barbade et Curaçao. Barbade et Curaçao. Je crois que Patrice Naescando avait terminé deuxième. Voilà. Ben, vous avez vu comment les délégations, notamment les tiers, la Martinique qui arrivaient vraiment. Donc, quelques jeunes rapidement avec Luigi, c'est le tout grand là. Un jeune qui est prometteur aussi. Hein. Ah oui, mais son père est un grand champion, Guillaume. Et puis bon, c'est de père en fils. Et puis pareil pour Philji Palmis qui a fait une très belle course aussi à Périnette. D'ailleurs qui a gagné. Et son père aussi a été un grand champion. Donc forcément, quand vous voyez votre père partir à vélo, tout ça, et puis naturellement ça revient. Hein. Voilà les deux sorciers du 22 au 25. J'espère qu'ils vont bien s'entendre. Donc c'est M. Balta, Georges Balta. Et Dominique Dona. Il m'a dit de bien préciser qu'il est heureux. Balta ? Oui. Il est heureux. Ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un qui aime ça et puis bon. Non seulement mais c'est un passionné. C'est un passionné. Il a dit qu'il est content. Il est passionné parce que c'était son rêve. Son rêve c'était d'aller en Martinique, gagner la route de Martinique et partir au championnat. Moi il m'a dit Pascal, tu peux dire que je suis content. Le travail est bien fait en tant que président de la commission technique. Je dis que c'est moi. Je prends l'avion à 19h, voilà, il nous salue. C'est Georges Balta, je crois qu'il y a Peter Gerville qui lui aussi s'occupe des. Oui, avec moi. Oui. Au-delà de ça aussi, je pense qu'il y a Madame Vialet, qui est aussi élue, mais trésorière aussi adjointe du comité, qui accompagne la délégation, surtout sur le plan administratif, parce qu'elle va gérer toute la partie hébergement et puis test Covid pour le retour, parce que ça c'est important. Et on a fait une réunion à cet effet pour bien mesurer l'impact de tout ça, bien qu'on n'a pas de certitude, mais on a tenu quand même à tout faire pour que les jeunes puissent représenter la Guadeloupe dignement. Et on remercie le comptable aussi du comité qui a passé énormément d'heures à réserver le tout, les partenaires qui nous ont accompagnés aussi pour faciliter ce déplacement. Et c'est important que la Guadeloupe soit présente là-bas. Ben c'est important. On rappelle donc que pour les. Ça commencera avec les espoirs. Hein. C'est le 23. Je pense que le 23 il y a Mévingen qui fait le contre-la-montre. Il a dit, hein. Mais j'ai pas dit. Il fait le chrono du jeudi. Jeudi, contre-la-montre le jeudi. Le jeudi. Oui. D'accord, il fait le contre-la-montre. Sur combien de kilomètres? 30. Une trentaine de kilomètres. 32 ou 31. 56 à prendre le départ chez les espoirs. Mais c'est lui le champion de la Guadeloupe. Oui. Contre la montre. Ah oui. Donc c'est logique. C'est logique. Donc on est confiance. Non mais déjà pour lui-même ça va lui donner une base. Ça va lui donner une base. C'est un vrai guerrier. Il y a des coureurs comme ça qui n'ont pas besoin de beaucoup de. Il a franchi un palier. Il a franchi. Dans la tête même, il a physiquement aussi, il a franchi un palier. Il a franchi. J'ai confiance en lui. Parmi les. Il est régulier. Au moins parmi les 5, ils savent qu'il est là. Non, pas trop, puis pas. Mais le niveau est élevé. Hein. Je pense que déjà, bien roulé sur les 30 km, c'est déjà pas mal. Sans faire de pronostic, mais bien roulé. Faire un vrai test. Ils nous écoutent dans l'avion, attention. Donc on rappelle comme Mévingen, donc c'est le jeudi, il sera contre la montre, il sera tout seul. Mais il reprend le vélo le lendemain. Oui. Ouais, donc le 23 octobre, vendredi, 168 km. Et les cadets, maintenant, ce sera le lendemain, le samedi 24 octobre, 83 km. Donc on va c'est un circuit, je crois que c'est 13 km qu'ils vont faire. 13 ou 14 km, c'est ça pour les cadets, je crois. Et mais tu n'as pas dit les noms des cadets. Ah non, mais il n'est pas encore venu. Ah d'accord, okay, comment il n'a pas dit les noms des cadets. Tout à l'heure, il a parlé un petit avec les photos, mais on va parler, il n'y a pas de souci. Les juniors, c'est dimanche 25 octobre, 142 km. On a parlé des 142 km, hein. C'est pour... Non, mais ça me permet de rebondir parce que Frédur, il est à l'Excelsior. Les juniors, au niveau national, 142 km, des fois ici. Quand vous mettez 90 km, tout le monde se plaint à Pani, machin, tu vois. Donc quand on veut atteindre
le niveau. Faut mettre des courses, et quand on met les juniors avec les seniors, certains trouvent que peut-être c'est pas bien, mais en même temps, il faut faire des choix, parce que la réalité, c'est ça, c'est que à l'échelle nationale, eh ben, c'est junior, c'est un futur senior. Même dans les championnats des petits pays de la Caraïbe, le contre-la-montre, c'est une bonne vingtaine de kilomètres. Ah oui, il faut. Et alors qu'ici, on n'avait pas autant. Ouais. Voilà, mais voilà, c'est bien. Mais il faut bien comprendre ça. Les cadets, on a parlé tout à l'heure donc de Luigi. Il y a Luigi On du CSCA. Oliver. Il y a Dylan Boucault, qui est à l'AMS Cup du président Coco. Il y a aussi un jeune de la CPB, Jean-Enrique Kitavini. Ah ouais, moi, ce Kitavini, j'ai un souvenir de lui. C'était donc à Capester. Il faisait du VTT. Ah ouais, mais il était bon, hein, VTT. Oui, il est un bon jeune. Lui aussi, il a franchi. Kitavini. Et donc, il avait un souci avec sa roue arrière. Il passait au métier. On a Maël Romney. Il est du VCS. Il a remporté la course à Budan. On a repris. C'est un jeune aussi. Son père aussi l'accompagne très bien. Et puis il y a Dylan Boucher. Qui évolue au CSCA, mais lui qui est en double appartenance. Il a un très bon niveau là. Il a fait 4e au Trophée Madio, cadet, qui est quand même une épreuve nationale. Donc il est en double appartenance. C'est un jeune qui évoluait ici, mais qui est en double appartenance maintenant là-bas. C'était facile de faire cette sélection cadet. Il y a un nom qui me vient comme ça, Edom. Edom, il était parmi les titulaires. Mais, il fallait faire un choix à la fin. Il devait être déçu quand même. Très. Le prénom c'est William. C'est William Edom. Parce qu'il était sur le plateau là aussi. Et je peux témoigner, hein, même, et tous les membres du comité directeur, depuis que tu as appris la commission technique. Moi, je ne suis pas sélectionneur, il n'y a aucun membre ni sélectionneur. On observe, on est là. Chacun pour moi je l'ai vécu par le passé où les coureurs appelaient pour être en sélection, tout ça, et c'est pas bon. Je pense qu'il faut une hiérarchie, il faut une discussion certes, mais il faut que chacun reste à sa place, et il faut créer vraiment un club Guadeloupe pour qu'il y ait de l'exigence. Il avait un ballottage avec qui, Edom? Mettez un ballottage non, avec un peu tout le monde. À la fin, ah ouais. Il fallait faire un choix. Et puis même au niveau des espoirs aussi, j'ai vu certains se lâcher. Par mécontentement, mais il faut aussi accepter aussi le choix, la concurrence. Et il faut transformer ça en force. Vous avez un cadet aussi. Vous avez plusieurs cadets. Vous avez Wilson. Wilson. Je préfère. Un cadet Wilson. Mais quand tout le monde se tait quand on dit Wilson, c'est bizarre. Nos cadets, à un moment, je sais pas, ils ne voulaient pas y aller. J'ai pas pu avoir la bonne réponse. C'est pourquoi ils ne voulaient pas y aller en sélection. Jusqu'à maintenant. Il est champion. Champion chrono, oui. Ouais. Vous avez deux jeunes à Saint-Martin. C'est pour ça que le changement de nom aussi, Comité régional des îles de Guadeloupe, va prendre tout son sens. Aujourd'hui, vous avez 2 jeunes de Saint-Martin qui sont en train, ils courent là-bas. Et Kenny Carty a gagné à Routier, et Sanon Wilson, et ils sont très bons. Hein. C'est des jeunes. Ils sont très bons, ces jeunes-là. C'est des jeunes qui sont très bons. J'ai eu Wilson il n'y a pas longtemps. Il venait déjà sur la Guadeloupe. Il me dit Pascal, je viens pour le championnat. Malheureusement, le championnat. Mais il est là. Oui, il est venu pour ça. Il me l'a dit. Hein. On s'est eu au téléphone. Il m'a dit bon, je viens. Et il venait pour le championnat. Malheureusement, le championnat n'a pas eu. Il est reparti le vendredi. Et il a couru. Il a couru Saint-Martin. Il a gagné une course. Et c'est pour ça que maintenant, nos sélections vont s'ouvrir à tous ces jeunes-là. Tu peux avoir un Désiradien demain, un jeune Saint-Ouen, un jeune de Saint-Martin, pour que vraiment la Guadeloupe puisse être reconnue à travers la nation, mais au monde, tu vois. Et tout en passant, je me souviens aussi en 2008 où le président Narayan Sami, c'est ça? Narayan Sami, la banane. Ouais, c'est même pas la banane, hein. C'était le tour de l'environnement. Ah oui, le tour de l'environnement. C'était le tour de l'environnement et par contre, on n'a pas été à les Irades. Vous êtes souffert, ça vous êtes souffert. J'avais pas été à les Irades, mais était même nous Saint-Martin. Oui. Pas Saint-Martin, au Sainte. Au Sainte. C'était la première fois. Oui. Non, mais peloton. Je pense que ça va revenir. Et c'était bien. C'était le tour de l'environnement. Il avait des idées, mais c'est. Il avait des idées, Michel. Okay, il avait fait un grand prix de la banane en métropole. Ah oui. En métropole. En métropole. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que c'est lui le premier en tout cas qui a été du côté des Saintes. Et de la Désirade, vous savez, Théobald était là, je crois que Théobald m'avait très mal passé le trajet. Désirade. Moi, je n'avais pas été parce que c'était un peu dur pour moi, mais les Saintes, on avait été, c'est avec un scooter que j'avais fait. Mais je pense... Non, mais ça était bien, c'était en contre-la-montre, et on était accéléré ce scooter-là,
courir là, pratiquement pas, je ne courais là même. Mais pour bien donner le cap, Pascal, c'est qu'à travers toute cette stratégie, c'est que demain, même nous tours cadets, tours juniors et le tour international, ne trouvez pas ça étonnant qu'un grand départ ait lieu sur un de ces territoires-là dans les 2 ans à venir. Mais au moins un grand départ, je pense que ça se prépare à l'avance. C'est pour ça que la stratégie, c'est que fixer les dates bien en amont pour bien préparer, admettons en 2023, le départ à Désirade. Un exemple. En tout cas, c'est un grand coup de marketing. Ça a obligé de fonctionner. Non, mais je pense que c'est avec. Monsieur, on approche de la fin, il nous reste une huitaine de minutes. Vous savez, depuis quelque temps, on a évolué un petit peu avec les citations. Première citation, boum, avec Jordan. On va voir ce que ça donne. Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice, point. Qui ne sont pas amoureux de la publicité, mais de l'humanité. Freddy, tu penses quoi? Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent, mais de la justice. Qui ne sont pas amoureux de la publicité. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a en Guadeloupe? Oui, je pense. Non, mais tu vas trop vite là, mon ami. Jordan. Oh là là. Merci pour... On va troubler, moi. Non, mais je pense que... Voilà, Frédéric Théobat. Non, je pense que c'est des belles citations, mais on a besoin de tout pour faire le monde. On a besoin de leaders qui sont amoureux de l'argent, parce que s'ils sont des leaders, c'est qu'ils aiment l'argent, on le voit. Hein, les camps PDG, les directeurs de Facebook et tout. Ah, gros, j'ai créé celui-là. On a besoin aussi de justice. On a besoin aussi de justice parce que parfois les règles ne sont pas respectées, donc on a besoin de justice. Mais en résumé, avec ces citations, on a besoin de tout pour faire un monde. On a besoin un peu d'humanité, un peu d'empathie, mais il faut des leaders, il faut des gens aussi pour donner des caps. Et bon, vous êtes amoureux, Frédéric Théobat? De pas mal de choses, mais surtout des miens. Freddy Uri, vous êtes amoureux? Non, mais il n'est pas vrai. Tu peux changer. Non, tu ne changes pas. Tu peux remettre le temps. Freddy Uri dit non, il n'est pas amoureux. J'aime pas trop ce mot-là. Hein? En tout cas, moi, j'aime les gens. Voilà. J'aime, mais je ne suis pas amoureux. Voilà. Oui. C'est un grand mot, amoureux. Non, mais deuxième citation, regardez. Jordan va mettre... voilà, deuxième citation. Un mari exemplaire, en 10 ans de mariage, je n'ai jamais battu ma femme. Ouais. Mais elle va morceau fait la il peut bien battre. Là, pas un intérêt. Ouais. Mais moi, je suis contre la violence. Et j'ai parrainé pas mal de causes nobles, y compris celle-là. Je suis contre ça. Violence tout court, hein, que ce soit violence faite aux femmes ou entre autres. J'estime qu'il y a d'autres façons de régler des problèmes. Mais je suis contre la violence et voilà. Ouais. Mais il y a des hommes aussi qui en prennent plein. Ouais, oui, ça c'est sûr. Freddy Uri. Moi, je crois un homme qui tape, c'est un lâche, déjà. Je pense que je ne vais pas aimer qu'un beau-frère tape ma soeur ou même mes filles. En tout cas, lui, il est bien au chaud. En tout cas, voilà, lui, il est bien au chaud. On termine. Troisième, c'est ça, avec Jordan. Troisième citation. Alors, il paraît que les symptômes du coronavirus sont essentiellement les mêmes que ceux que vous ressentez lorsque votre femme prend votre téléphone. Freddy, difficulté à respirer, transpiration abondante, faiblesse, mal au crâne, maux d'estomac. Et quand le monde qui est la 10, la tousse sèche commence. Moi, j'ai pas ce problème parce que ma femme ne prend pas mon téléphone. Mais je pense que là, c'est une question de confiance. À partir du moment où la confiance est réelle et il y a du respect. Donc après, il n'y a rien à cacher. Hein. Non, mais c'est vrai. Mes enfants même jouent avec mon téléphone. Je pense qu'à un moment, il faut être clair. Mais vous avez compris un petit peu que les citations sont un peu décalées. Sauf que là, on cherche vraiment
les symptômes du coronavirus, l'avait trouvé là. C'est ça que tu veux dire. Là, on l'a trouvé, les symptômes. Merci messieurs d'être venus. À la fin, comme coronavirus, ça a tué le monde, donc le téléphone là, moi, il a casé. Voilà, mais ça peut tuer aussi. Voilà, c'était un peu ça. Merci messieurs d'être venus. On a retenu les noms des cadets, des juniors et des espoirs qui vont participer donc, du 22 au 25 octobre au championnat de France de l'avenir. Ce sera donc du côté de Gris en Haute-Saône. Donc nous aurons aussi des informations à travers ma page Facebook aussi. Et souhaitons bonne chance à ces espoirs, ces cadets, ces juniors. On a dit espoirs, juniors aussi. Voilà, souhaitons bonne chance. Ce sera en direct sur le Facebook de la Fédération française de cyclisme. Ouais, donc si les gens veulent suivre en direct. Ouais, voilà. En tout cas, merci messieurs d'être venus. Merci Félix Théobald. Merci Pascal. Merci à Freddy, merci à la Ria, merci Pascal, pour Jordan et à Zébris aussi qui est là. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, bon début de semaine à vous tous et toutes. Et puis je dis assez souvent, hein, quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Et attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. Et on n'oublie pas bien évidemment que nous sommes toujours en alerte maximum. Je vois Pascal. Une force pour mon père parce que je lui avais dit qu'il y a l'émission ce soir parce qu'il passe des petits moments difficiles. Alors, il est hospitalisé du côté des eaux marines et il regarde donc. Vous voyez bonjour, pas au portable, mais ça qui peut pas répondre. Bah parlez, on va écouter. Ouais, vous voyez, mais ici il nous écoute ce soir. Oui, il nous écoute. Bon, monsieur Théo, force. Oui. C'est Molly qui règne. Exact. Passez une excellente soirée, soyez prudents, on l'a dit, d'accord. Donc attention aux gestes donc et précautions. Les gestes de barrière, c'est pas encore terminé. C'est vraiment que c'est un virus assez impitoyable, aussi invisible également. Passez une bonne soirée, à très bientôt et puis soyez prudents sur les routes et chez vous. Eh bien, dormez bien. Ciao. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukira Ascension. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant en Conla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent